Bon, je pense qu'on va commencer tout doucement. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont se joindre à nous au fur et à mesure. Mais j'ai envie de vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue à notre brunch avec MCC. MCC pour Master Certified Coach. On a appelé cet événement la puissance du coaching, séance de démonstration, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement rendez-vous avec la puissance du coaching. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, vous tous, à l'occasion de la Semaine internationale du coaching. Peut-être que vous le saviez déjà, peut-être pas, mais c'est la Semaine internationale du coaching. Nous avons l'honneur d'accueillir ce matin un coach de renommée internationale, MCC ICF, Master Certified Coach, avec 17 années et plus de 15 000 heures d'expérience et pratique. C'est un coach des dirigeants des entreprises de Fortune 500, auteur des livres, Maître Jean-François Cousin. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir assister à une séance de démonstration par Jean-François. Cet événement vous est proposé par l'Université internationale de coaching. Nous appelons Coaching Up. Fort de nos 4 années d'expertise, plus de 120 promos et plus de 1200 étudiants diplômés dans 7 pays, nous sommes heureux de vous annoncer notre lancement en France. Nos formations au coaching accréditées par ICF, International Coaching Federation, la fédération la plus puissante de coaching, sont désormais disponibles en langue française. Et nous sommes très fiers de pouvoir compter Maître Jean-François Cousin parmi nos formateurs. Comment allez-vous, Jean-François? Très bien, merci. Je suis content d'être avec vous. Merci à vous tous de prendre de votre temps sur ce milieu de samedi. Et je suis très content aussi de travailler avec Coaching Up University depuis 2020. Et je suis particulièrement content parce qu'à Coaching Up, on fait énormément de pratiques et c'est assez révélateur que cette réunion soit axée sur une démo. On fait beaucoup de démos, on fait les étudiants travailler la pratique énormément parce que c'est la pratique qui est difficile dans le coaching, c'est pas la théorie en fait. Oui, merci beaucoup, Jean-François. Je profite, je rebondis un tout petit peu sur ce que vous venez de dire pour vous présenter en quelques mots notre raison d'être. Pourquoi nous avons voulu proposer les formations Coaching Up en France. Nous avons constaté que les formations au coaching en France sont un tout petit peu trop intellectualisées. À force de vouloir bien faire, de nombreuses écoles proposent des formations beaucoup trop longues, avec des modules de plusieurs semaines consacrés aux outils comme la pyramide des niveaux logiques, l'énéagramme, la processcom, la PNL et j'en passe. Ils fournissent des listes interminables de livres à lire et des heures des vidéos à visionner. Ils exigent même la rédaction d'une dissertation, voire d'un mémoire imprime. Et tout ceci est très bien utile pour les coachs pour élargir leurs connaissances. Mais cela n'affecte malheureusement pas ou très peu leur niveau de compétence pratique et leur savoir-faire, leur savoir-être en tant que coach. Mais surtout, ça élimine d'emblée des gens qui potentiellement pourraient bénéficier de cette formation. Et les personnes qui désirent se former au coaching souvent doivent s'engager dans un parcours d'études longues avec plusieurs jours en présentiel et une charge de travail souvent incompatible avec le travail à temps plein et la vie de famille, par exemple. Or, pour nous, le coaching n'est pas une technique dont on fait l'usage ici ou là ou que l'on applique de façon identique dans certaines circonstances précises. C'est une façon de diriger, une façon de gérer, une manière d'approcher les gens. C'est un mode de pensée, une façon d'être. Or, on rêve qu'un jour, les principes du coaching auront tellement imprégné nos relations professionnelles et les autres, et personnelles aussi, que nous plaidons pour que le coaching devienne le mode essentiel de fonctionnement pour tout le monde. Parce que le coaching transformationnel est la mise en œuvre de l'intelligence émotionnelle. C'est une compétence ultime en communication, en création d'une relation profonde, durable, basée sur le respect, le partenariat, la responsabilité des deux parties, la co-construction, la créativité, la meilleure connaissance de soi et l'ouverture vers les autres sans jugement. Le coaching, donc, est une façon d'être qui ouvre la voie à une vie meilleure, tout simplement. Donc, pourquoi limiter l'accès à ces compétences
seulement à ceux qui ont une certaine expérience professionnelle ou bien sont prêts à s'engager dans un parcours d'études longues avec 300 heures de cours, 50 outils de coaching et une dissertation à rédiger en prime. Alors que l'on peut acquérir ces compétences plus facilement en montant de cours avec moins de théorie et davantage de pratique. C'est pour cela que nous proposons le parcours sur 2 niveaux, le niveau ACSTH, certifié ICF, destiné à tous ceux qui désirent intégrer les compétences de coaching dans leur vie professionnelle, ou personnelle d'ailleurs, sans pour autant changer de métier. Les cadres dirigeants, les entrepreneurs, les leaders d'entreprise, d'équipe, les parents aussi. Et le parcours sur niveau 2, qui s'appelle Level 1 pour l'ICF, ouvrant l'accès à la certification ACC et PCC, donc le niveau quand même très, très avancé pour les coachs, pour ceux qui voient leur vocation dans ce métier. Donc, notre enjeu est de vous proposer le programme qui vous permet d'apprendre avec plaisir et facilité. Et on insiste sur ces 2 points-là. Donc, nos programmes intègrent jusqu'à 80% de cours pratiques. Donc, c'est vraiment la pratique. Tous les cours sont 100% en ligne, sur Zoom, dans le confort de votre maison. Vous n'aurez pas à poser vos RTT, vos jours de congé pour vous former. Nous nous rencontrons 2 soirs par semaine, entre 1h30 et 2h, à partir de 19h30, ce qui vous permet d'acquérir de nouvelles compétences progressivement, naturellement, et aussi ça vous permet de garder votre rythme de travail habituel et d'être présent auprès de votre famille. Il n'y a pas de devoir à faire, ni de dissertation à rédiger. Vous apprenez tout ce que vous avez besoin pendant nos séances en cours pratique. Et bien évidemment, nous vous encourageons à consacrer au moins 2 heures par semaine à votre pratique, ce qui vous fera à terme d'un parcours du niveau 1 jusqu'à 70 heures de pratique déjà avant de vous faire diplômer. Et pour le parcours de niveau 2, dans les 160 heures de pratique. Vous vous rendez compte? Donc, mais mieux vaut voir une fois que l'entendre dire 10 fois. Donc, c'est pour ça que nous voulons vous inviter tous, si ça vous intéresse, et tous ceux qui sont curieux de découvrir comment se passent nos formations, à notre mini-formation en ligne sur 3 jours qui aura lieu de 23 au 25 mai. Ça s'appelle « Les bases du coaching, les fondamentaux du métier ». Il y aura 3 formats de participation, dont un format gratuit, bien évidemment, et puis une possibilité d'avoir les enregistrements et même le certificat de formation. Et à la fin de cette séance de démonstration, on mettra en jeu 5 places pour la participation payante. Donc, et on vous expliquera comment gagner une place pour vous ou pour offrir à votre entourage, si vous connaissez quelqu'un qui sera curieux de découvrir ça. Mais aussi, on vous dira comment vous pouvez gagner entre 380 et 650 € de remise sur nos formations. Voilà, ça sera aussi possible. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. Et donc, maintenant, installez-vous confortablement, prenez votre thé, café, champagne, pourquoi pas, c'est un brunch après tout. Hein, et je pense que vous êtes déjà bien impatient de découvrir notre maître coach à l'œuvre. Et donc, aujourd'hui, Jean-François conduira une séance avec Clara, notre coachée. Clara, est-ce que tout va bien? Tu es en ligne? Ça marche le son? Bonjour Tatiana, bonjour Jean-François et bonjour à toutes et à tous sur le Zoom. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Voilà. Donc, Clara et Jean-François se sont rencontrés en ligne il y a quelques jours pour faire connaissance, mais ils n'ont jamais travaillé ensemble. Et d'ailleurs, c'est une grande première pour Clara. Elle n'a jamais fait d'expérience de coaching. Donc, c'est un très beau début. Voilà. Donc, nous vous prions de respecter le silence. On va vous demander d'étendre vos micros et aussi vos caméras pour créer un petit espace intime pour Clara et Jean-François. Et nous vous rappelons que, bien sûr, si au cours de cette séance, vous avez une question qui vous vient, une interrogation, n'hésitez pas. Vous postez ça dans le chat. On se fera plaisir à vous répondre et on aura une petite discussion après. Donc, si maintenant vous êtes prêts, je vous propose de commencer.
Et on laisse la place, je vous laisse la parole, Jean-François et Clara. Merci Tatiana et un immense merci Clara de te rendre disponible pour ce qui va être pour toi la première session de coaching de toute ta vie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que je vais prendre peut-être une petite minute pour juste me mettre un petit peu dans notre bulle. Euh, Mais oui, c'est, enfin voilà, je suis très heureuse de faire cette démarche et de faire ça avec, enfin dans le cadre de Coaching Up. Mais je pense que voilà, je vais juste fermer les yeux 30 petites secondes et me mettre un petit peu dans notre bulle coach-coachee pour commencer la séance. Si bien sûr c'est OK pour toi. C'est super, parfait. Merci. OK, je crois que c'est bon. Alors, Clara, je suis tout curieux d'apprendre de toi ce que tu as envie d'explorer au fil de notre conversation aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je dirais qu'en ce moment, je suis face à un dilemme, surtout dans ma vie professionnelle. Euh, je suis face à un petit peu une croisée des chemins, deux voies différentes qui suscitent forcément beaucoup d'hésitation parce que euh, on va dire qu'il y a une voie euh, qui correspond plus à ce que je souhaiterais avoir en termes de situation et une autre voie qui correspondrait peut-être un peu plus à ce qui me plaît en termes de principes moraux et vraiment d'enjeux professionnels. J'ai eu des offres dans ces deux secteurs et j'ai un contrat qui prend fin au mois d'octobre. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire, je travaille dans la fonction publique et donc j'ai la possibilité soit de continuer dans cette voie, soit de partir dans le privé, dans une entreprise qui a une raison d'être qui est tout à fait intéressante, mais peut-être à un niveau un petit peu, enfin pas, c'est pas forcément une question de niveau, mais avec des enjeux un petit peu moins palpitants que ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu le dilemme du jour, ou plutôt le dilemme du moment. Ouais. Alors, Clara, j'ai entendu ton cerveau me communiquer sur ce dilemme. J'aimerais bien écouter ton cœur sur ce même dilemme. Est-ce que tu peux aussi l'écouter et t'en faire l'interprète? C'est pas facile, mais je dirais que... Alors, je sais pas si en laissant mon cœur parler, on pourrait aussi, ben, enfin, du coup, essayer de faire un peu une introspection sur pourquoi ce dilemme, pourquoi ces deux voies. Je dirais que d'un côté, il y a vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux à haut niveau et j'adore travailler dans des environnements exigeants, avec, enfin voilà, sur des sujets qui dépendent fortement de l'actualité, des sujets assez internationaux, enfin véritablement palpitants. Et de l'autre côté, plus ben, en fait la perspective d'une vie un peu plus plan-plan finalement qui se dessine. Cette seconde proposition, donc dans le privé, c'est une proposition plus stable, c'est un CDI. C'est un peu la voie de la stabilité, mais quelque part, je me dis que ça serait peut-être un peu gâcher aussi mon potentiel. Et je sais pas si c'est de la vanité ou si c'est juste une vision objective de ce que je veux faire ou pas faire, mais voilà. Alors, c'est de la vanité ou c'est une vision objective ou pas de ce que tu veux faire? Je t'invite à répondre à ta question. C'est peut-être pas de la vanité, c'est peut-être juste que ça me fait un petit peu moins vibrer, mais peut-être que ça laisserait plus de place à d'autres activités en dehors de la sphère professionnelle qui me font vibrer. Je suis quelqu'un d'assez sportif, j'adore m'investir dans des associations, je travaille dans des assos humanitaires, je fais pas mal de sport. euh, J'aimerais bien avoir une vie de famille assez... je n'ai pas d'enfants pour le moment, mais j'aimerais bien en avoir assez rapidement aussi. Et en fait, ça permettrait aussi de dégager de la place pour tout ça. Et peut-être d'avoir plus d'équilibre que plutôt...
plutôt qu'une carrière qui, de toute évidence, serait très prenante et aurait aussi des contraintes forcément sur ma vie familiale parce que dans la fonction publique, dans le cadre des fonctions que j'exerce, je serais amenée voilà, peut-être à partir à l'étranger, à faire beaucoup de déplacements, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce processus de décision? Je dirais être heureuse, mais c'est peut-être le plus compliqué finalement. Être heureuse et comment dire, faire un choix vraiment réfléchi. En fait, j'ai peur de prendre une décision trop rapidement parce que de manière temporaire, je vais voir l'avantage d'une situation ou l'avantage de l'autre situation et pas réfléchir en fait à ce que ce choix va vraiment pouvoir m'apporter sur le long terme. Euh, donc ouais, je dirais que j'ai peur de faire une décision précipitée, peut-être une décision motivée par mon contexte actuel, on va dire, sans être capable vraiment d'avoir une vision long-termiste. C'est un truc qui me préoccupe un petit peu. En fait, j'ai l'impression que c'est un choix qui va avoir des conséquences sur le reste de ma vie, ce qui est assez dingue quand même. Ah ouais, là j'ai noté un petit pincement dans la gorge, là. Hein. Ouais. Bah, ça fait... Oh. Et ouais, elle est où cette peur dans ton corps? Je dirais au niveau de ma poitrine. Tu la sens, hein? Ouais, je la sens, c'est comme un poids, comme, enfin vraiment comme une anxiété très localisée, très matérielle. Et là, je l'entends, moi, je la ressens. Ouais. Elle vibre. Hein. Et qu'est-ce qu'elle veut pour toi, cette peur? Je pense pas que ça soit un frein. Enfin, c'est pas une peur type peur paralysie, mais je dirais que c'est plus une peur, le genre de peur qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup cogiter, le genre de peur qui crée des vagues. Enfin, plus que quelque chose qui paralyse, je le sens plus comme une peur motrice face à laquelle voilà, il faut que je mette en place un plan d'action euh, pour prendre une décision sur ce dilemme-là en particulier. Mais peut-être qu'il faut aussi que je relativise un petit peu parce que finalement, ça va peut-être pas avoir un impact sur le reste de ma vie. Mhm. Alors là, tu m'as donné une réponse longue, un peu compliquée pour mon tout petit cerveau. Est-ce que je peux t'inviter à simplifier d'une manière que je puisse aisément comprendre ta réponse à la question: qu'est-ce que cette peur veut pour toi? Qu'est-ce que la peur veut pour moi? Oui, Qu'est-ce qu'elle cette peur. qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle veut pour toi, Ah, cette qu'est-ce peur? qu'elle veut? J'avais compris qu'est-ce qu'elle vaut. Euh, Ah, excuse-moi. non, non, est-ce que Il faut que j'améliore mon français. Hein. Il y a de la perte en ligne. la Qu'est-ce connexion à qu'elle Paris veut? est pas toujours excellente. Mais non, qu'est-ce qu'elle veut, cette peur? Euh, je dirais que la peur veut pointer du doigt un échec si je fais la mauvaise décision. Un échec pas forcément vis-à-vis euh, des autres ou vis-à-vis de la vie, mais plus un échec par rapport à moi-même. Et là, tu serres les lèvres quand tu dis ça. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux là dans un échec par rapport à moi-même? Euh, je pense que inconsciemment, ça veut dire que j'ai internalisé euh, des attentes vis-à-vis de moi-même qui sont peut-être très strictes et qui sont pas forcément compatibles avec d'autres attentes qui sont arrivées ensuite, notamment tout ce que j'évoquais par rapport au temps pour la famille, pour la vie en association, etc. Cette attente, on va dire, d'avoir
une grande carrière dans la fonction publique, c'est quelque chose qui a émergé très tôt en moi. Je dirais vraiment à partir de la fin de mon adolescence et mes premières années de jeune adulte. Euh, mais à mon avis, c'est quelque chose qui est tellement ancré profondément en moi aujourd'hui que j'ai du mal du coup à... Ou plutôt j'ai peur. euh, et c'est là où les deux points se connectent, mais j'ai peur de faire de la place aussi et de prendre des décisions qui me permettent d'avoir de la place pour toutes les autres attentes que j'ai développées après ça. Donc, on a des strates chronologiques d'attente, hein, Je, je pense vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de la vie. vis-à-vis de la vie, bien sûr, mais je dirais surtout vis-à-vis de moi-même, parce que, enfin, en tout cas, dans la manière dont je vois les choses, on est quand même en majeure partie acteur de, enfin, de la vie qu'on souhaite avoir, de la vie qu'on souhaite construire. Et je me sens vraiment hyper responsable des choix que je fais, et ce qui finalement est normal. Mais oui, toutes ces attentes, au final, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule, et comment dire, c'est pas comme si on prenait un puzzle et que toutes les pièces s'emboîtaient, euh, mais c'est plus une grande caisse dans laquelle on met plein de choses, et au bout d'un moment, ça commence à, ouais, peut-être à déborder un petit peu. À ce moment-là, il faut faire des choix, et choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est très dur. Alors là, tu fais une hypothèse, hein. Choisir, c'est renoncer. Euh, c'est un dicton qu'on emploie énormément dans mon milieu professionnel. Peut-être que c'est juste un maxi biais duquel je suis un petit peu imprégnée. Mais forcément, je pense que dans le choix, il y a un petit peu de renoncement. Par exemple, si aujourd'hui je choisis de partir dans le privé, euh, j'aurai un accès un petit peu plus restreint à tout un réseau d'acteurs dans la fonction publique de très haut niveau, euh, avec lequel j'ai envie de continuer à travailler et que je souhaiterais continuer de mobiliser et, euh, et d'entretenir, on va dire, en termes de réseau. Alors bien sûr, il y a des amis, enfin des collègues de travail aussi, mais euh, et au-delà de ça, il y a la question de la mission. Par exemple, en étant fonctionnaire, je considère que je sers mon pays et que je rends un service à la nation. Je travaille dans le secteur de la défense. Euh, et dans le privé, j'aurais un petit peu moins cette impression-là. Donc il y a à la fois le côté pratique et à la fois le côté moral. Et c'est ça qui rend ce choix hyper difficile. C'est qu'il y a un peu tout qui se mélange. Alors, Tara, merci beaucoup pour le partage. Tu as amené énormément de matériaux et de métaphores très intéressantes, je pense, hein, pour notre travail, Clara. Et en même temps, on est pour l'instant sur un dilemme, sur un choix, avec cette hypothèse que choisir, c'est renoncer. Et je me demande si, avant qu'on explore plus en profondeur, tous les deux, ça ne serait pas bien de t'inviter à prendre quelques respirations bien profondes et peut-être élargir le champ de ta vision sur ce dont il s'agit vraiment. Est-ce que ça te dirait? Oui, bien sûr. Ok. J'aperçois peut-être. Alors, on va dire que c'est un petit peu plus global, euh, mais finalement, c'est un peu un dilemme entre, je dirais, satisfaire mon ego et les ambitions professionnelles euh, que j'ai développées tout au cours de mon parcours. Euh, et de l'autre côté, une vie peut-être un petit peu
moins trépidante en termes d'occupation professionnelle, mais plus équilibrée. Donc en gros, grosso modo, choisir entre plutôt un mode de vie de workaholic et de l'autre côté, un mode de vie plus équilibré, mais voilà, qui peut-être satisfera un petit peu moins mon ego. Et finalement, mon ego, est-ce que c'est vraiment moi? Waouh! Et finalement, est-ce que mon ego, c'est vraiment moi? Tu poses une question, je t'invite à y répondre. Je n'ai pas de réponse. J'aimerais beaucoup en avoir une. Euh, c'est très difficile de discerner ce qui relève de l'ego et de nos désirs vraiment propres et plus profonds. Euh, je pense que forcément, il y a une part d'ego il y a une part d'ego dans ce dilemme. Et quand on s'est projeté voilà, dans une carrière de fonctionnariat international, euh, travaillant dans des grandes agences pour l'ONU, pour d'autres organisations internationales, euh, on a l'impression de servir un objectif qui nous transcende vraiment. Et je pense que c'est quelque chose qui est très flatteur pour l'ego, de se dire qu'on met sa vie voilà, au service d'une cause qui nous dépasse un petit peu. Et, mais de l'autre côté, euh, en fait, je pourrais aussi avoir des missions qui sont très intéressantes. Cette entreprise travaille autour de tout ce qui est euh, la la réputation digitale, des thématiques de communication positive des entreprises et des dirigeants d'entreprises. Et c'est vraiment des missions qui me parlent énormément. euh, Parce qu'ils traitent aussi de thématiques importantes, type domaine de la santé, ils travaillent avec des associations pour le cancer, etc. Donc je trouve ça aussi très intéressant. Euh, mais les enjeux sont pas au même niveau. Et, euh, et ça blesse un petit peu mon ego, je crois. Sur le fond du fond du fond, Clara, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe euh, dans ta vie, là, dans les mois qui viennent, pour que tu sois heureuse de la direction que tu prends à l'issue? Euh, je dirais trouver un bon intermédiaire. Euh, essayer de trouver une solution qui me permet en fait de ne pas renoncer finalement. Et peut-être de dégager un petit peu plus de temps pour l'équilibre ou juste permettre plus d'équilibre dans ma vie sans pour autant renoncer à ce qui me fait vraiment vibrer professionnellement. Et en soi, je pense que j'aurai la possibilité, ça doit être possible de trouver un entre-deux avec une solution, oui, peut-être une solution intermédiaire. Enfin, en fait, c'est pas forcément un chemin avec une voie d'un côté et une voie de l'autre. Peut-être que c'est une route qui part un petit peu de ce côté-là, puis qui revient. Et ouais. Donc, je dirais trouver une solution intermédiaire et établir un game plan, peut-être sur 5 ou 10 ans, euh, qui, comment dire, me permettent de me projeter professionnellement à haut niveau. J'ai peur qu'en partant dans le privé, en fait, je reste un petit peu, enfin, comment dire, je devienne juste un rouage dans l'engrenage d'une machine et je puisse pas vraiment avoir la trajectoire professionnelle que je souhaite avoir. Mais je pense enfin voilà, il faudrait que je trouve une solution intermédiaire et que je fasse un, un plan dans le temps euh, pour pouvoir atteindre quand même cet objectif.
mais peut-être en dégageant, en tout cas maintenant, au moment où j'en ai besoin, un petit peu plus de temps euh, pour d'autres choses qui en fait me rendent hyper heureuse. Et rien, en fait, rien qu'en discutant avec vous là, quand je pense à toutes ces choses que je veux faire dans ma vie, j'adorerais avoir un cheval, j'adorerais avoir un chien, je veux avoir des enfants, je veux faire du yoga, je veux aller faire de l'escalade. Euh, et ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire. Ça me rend hyper heureuse. Donc en fait, je pense qu'il faut que je dégage du temps pour ça, mais ça ne veut pas forcément dire non plus faire une croix sur euh, une carrière avec des enjeux hyper intéressants. Je suis désolée, j'ai parlé pendant hyper longtemps, mais je réfléchissais en même temps. Voilà. Faut pas être désolé, hein. Je suis très content. Alors là, donc, c'était la première partie de notre conversation aujourd'hui. Clara, tu vois, tu as amené plein de choses importantes. On écoutait les hypothèses qui étaient faites, qui sous-tendaient ce que tu offrais. Hein. Par exemple, choisir, c'est renoncer. Et tu as abouti à trouver une solution intermédiaire et un game plan sur 10 ans qui me projette à haut niveau. Et ensuite, ce ne sont plus tes mots, mais créer de l'espace pour tes aspirations, en fait, hein, telles qu'avoir un cheval, un chien, faire du yoga, faire de l'escalade, avoir un enfant, des enfants. Et donc là, maintenant, c'est notre moment où je t'invite à choisir l'objectif sur lequel on va se focaliser sur la demi-heure qui nous reste, la grosse demi-heure qui nous reste, Clara, avec l'esprit enrichi de tout ce que tu as apporté, en fait. Donc, cet objectif qui doit être de très grande valeur pour ton avenir, pour notre travail, que souhaiterais-tu qu'il soit? Euh, je dirais réussir à peut-être dessiner les contours d'un game plan au moins à 4 ou 5 ans. Pas forcément de très long terme, mais plutôt de moyen terme pour soulager un petit peu ce dilemme dans l'immédiat et avoir une vision plus claire de comment ces deux aspirations peuvent finalement se rejoindre, même si c'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, est-ce que je peux t'inviter à résumer ça en une phrase très courte? Et c'est très, très difficile, Clara. Faire un plan, faire un plan de vie à 5 ans ou un plan de carrière à 5 ans. Alors là, pour le coup, c'est court, hein? Voilà. Là, je rigole parce qu'on a perdu la substance en fait, donc sans doute la question que je t'ai posée quand je t'ai invité à résumer n'est pas pertinente, donc je la retire et j'en pose une autre à la place. C'est donc l'objectif que tu as apporté, hein, c'était réussir à dessiner les contours d'un game plan à 4 ou 5 ans pour soulager ce dilemme, hein, et avoir une vision de comment ces aspirations peuvent se rejoindre. Donc, si on essaie de capturer l'essence du travail à faire pour nous aujourd'hui et de l'exprimer en quelques mots, c'est quoi l'essence de ce travail qu'on doit faire? Je pense que c'est de la priorisation. Forcément, s'il y a game plan, il y a ordre des priorités. Donc oui, je dirais que c'est de la priorisation. Priorisation à la fois d'aspiration personnelle, d'objectifs, euh, du temps, forcément. Mmh. Eh bien, on y va. Alors, priorisation d'aspiration personnelle, d'objectifs et de temps, forcément. En fait. Alors, par où souhaites-tu attaquer le travail?
Je dirais par le plus immédiat. Donc, au mois d'octobre, mon contrat actuel se termine et je vais être face à un choix, soit rester dans l'institution dans laquelle je suis, avec des perspectives d'évolution moins rapides en termes de prise de responsabilité, mais des sujets et des enjeux hyper intéressants, enfin qui en tout cas pour moi sont vraiment, je veux dire, au travail aujourd'hui, je me lève et je me dis, mais waouh, enfin, t'as un travail de dingue et t'adores ce que tu fais. Donc ça d'un côté, et de l'autre côté, la possibilité d'aller dans le privé avec plus de stabilité. Donc là, si je reste là où je suis actuellement, c'est un contrat un petit peu plus précaire. En France, on parle de CDD, CDI, etc. Mais ce serait un contrat qui m'offre un petit peu moins de sécurité. Euh, alors que dans le privé, je peux obtenir, on va dire, une sécurité financière euh, et une sécurité de temps aussi, parce que euh, je pense que, enfin voilà, en tout cas dans mon poste actuel, je compte pas trop mes heures. Mais voilà, dans le privé, je pense que je pourrais avoir en fait une sécurité financière et dégager plus de temps euh, tout en travaillant sur un domaine qui m'intéresse, qui n'est pas du tout inintéressant et qui m'apporterait des nouvelles compétences, mais qui n'est pas forcément au cœur de ce que j'adore faire. Euh, D'accord. on va dire que le job dans le privé est plus compatible avec l'ensemble global de mes autres objectifs. Par exemple, j'aimerais bien acheter un appartement et le rénover. J'adore bricoler, maçonner, etc. Donc ça fait partie des projets que j'aimerais bien réaliser plus ou moins à 5 ans. Accepter ce job-là, ça me permettrait en fait d'aller dans cette direction. Euh, Rester dans le public, pas forcément. En fait, d'un côté, voilà, c'est beaucoup plus diversifié, c'est ça s'intègre dans une cohérence de vie plus globale, alors que si je reste dans le public, je vais être en difficulté pour réaliser mes objectifs à côté. Donc en fait, là, il faut vraiment que je prenne une décision. Euh, j'ai jusqu'au début du mois de juin pour donner ma réponse à la boîte dans le privé qui m'a contactée. Euh, et je sais pas du tout ce que je vais décider. Euh, J'ai prévu de prendre des vacances là, à la fin du mois, donc je pense que ça va m'aider à me poser un petit peu et à réfléchir. Intéressant. Alors, est-ce que je peux te euh, partager une observation? Oui, bien sûr. Alors, donc, je t'ai demandé l'essence hein, de cet objectif de réussir à dessiner les contours d'un game plan à 4-5 ans. Auparavant, tu m'avais dit tu as peur de prendre une décision précipitée. Et là, quand je te demande par où souhaites-tu commencer, tu me dis par le plus immédiat. Donc, je suis forcé de te poser la question, est-ce que c'est la peur qui est là derrière, qui peut te faire prendre des décisions précipitées parce que on parle de game plan à 4-5 ans et là, tu me focalises sur le plus immédiat pour des tas de raisons qui font sens, bien sûr. Mais je pose quand même la question, Clara, est-ce la manière optimale, maintenant que tu sais que tu as cette peur et que tu as peur de prendre une décision précipitée, d'aborder le travail? Je sais pas si c'est la manière optimale, mais je pense que oui, forcément, c'est révélateur. Enfin, le fait que j'ai décrit ça comme une peur et qu'après je me précipite. Euh, la raison pour laquelle j'ai peur de prendre une décision précipitée, c'est parce que je prends des décisions précipitées, forcément. En fait, j'ai peur que le timing soit plus bon après ou que l'opportunité de partir dans le privé se retire. Okay. J'ai peur d'être, en fait, de me retrouver sans possibilité, enfin, juste que la fenêtre d'opportunité se referme. Et ça, ouais, c'est une vraie crainte. Euh, Juste que la fenêtre d'opportunité se referme. Il y en aura d'autres qui s'ouvriront, mais peut-être qu'elles seront moins bonnes, peut-être qu'elles seront meilleures, mais peut-être qu'elles seront moins bonnes. Donc, Alors, est-ce qu'on peut tester aussi l'approche du sujet par l'autre extrême, qui est
au terme du game plan à 4-5 ans, qui sera Clara et comment sera sa vie si le game plan a été super? Clara serait une adulte épanouie. Donc, dans sa vie pro, parce qu'elle travaillerait sur une cause qui la passionne, je pense qu'elle travaillerait soit dans une organisation internationale, euh, soit dans une ONG. Euh, je pense qu'elle serait très épanouie dans sa vie de famille aussi, qu'elle aurait déjà un enfant probablement. Euh, c'est difficile comme question. Oui, je la vois équilibrée, je la vois sereine dans son équilibre. Mais je la vois aussi très occupée, un peu en train de faire 15 000 trucs à la fois. Ça, je pense que c'est enfin, un peu une tendance que j'ai à vraiment faire pas mal de entreprendre pas mal de projets en même temps, etc. Mais c'est pas du tout une source de stress ou une contrainte. J'adore ça. Au contraire, j'adore m'investir dans plein de trucs différents. Donc ça, pour le coup, c'est plus une source d'épanouissement qu'un poids ou un stress. OK. Donc, tu as vu, hein, et j'ai vu les yeux qui s'élevaient vers la gauche là, hein, adulte épanoui dans sa vie professionnelle, au service d'une cause qui la passionne dans une organisation internationale ou une ONG, et adulte épanoui dans sa vie de famille avec déjà un enfant, et alors sereine dans son équilibre. Alors, la question d'après qui me vient à l'esprit, tu me diras si elle résonne ou pas, Clara, c'est parce que on a ce dilemme-là, hein, et naturellement, on est focalisé là-dessus, et en même temps, il y a le risque que euh, tu te restreignes, en fait, hein, et donc, la question, c'est pour se libérer de ce risque qui n'est peut-être pas réel, en fait, c'est qui doit être Clara ou comment Clara doit-elle être dans son être quoi, maintenant pour établir ce game plan qui aboutira à, dans 4-5 ans, une adulte épanouie dans sa vie pro et dans sa vie professionnelle. Et qui sera sereine dans son équilibre. Mm, mm. Ben, je dirais que ça commence déjà par être sereine dans mon équilibre maintenant. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain et c'est quelque chose qu'on construit petit à petit, je pense. Et les pas pour ça, ils se prennent dès maintenant. Euh, consacrer, oui, et je dirais qu'il faut pas qu'elle se précipite. Je pense pas, je peux, je pense pas qu'on peut être à l'équilibre dans la précipitation. Euh, il faut pas non plus. Là, je pense que j'ai un peu de mal là-dessus, mais pas confondre précipitation et réactivité ou ouais, c'est ça. Pas confondre précipitation et réactivité. C'est ouais, en fait, les pas pour ça, ils se prennent. Enfin, maintenant, je le vois, hein, mais ils se prennent dès maintenant. Et en fait, c'est pas comment dire quand je me vois dans cette vie-là dans 5 ans, cet avenir hypothétique. euh, En fait, il y a déjà des graines de cet avenir-là qui sont plantées dans ma vie d'aujourd'hui et qu'il faut juste que j'arrose pour pour qu'elles aboutissent à ce à quoi j'aspire dans 5 ans.
Et parle-moi de ces graines. Euh, Par exemple, euh, aujourd'hui, alors avant j'avais un peu mal à dégager du temps pour ça, mais alors je suis passionnée d'équitation, je monte à cheval depuis que je suis toute petite, depuis mes 2 ans, donc c'est vraiment un truc qui fait partie de moi depuis hyper longtemps. Pendant les premières années de ma vie professionnelle et pendant mes études sup, j'avais dû arrêter de monter à cheval. Et même en travaillant par la suite, je me disais, oh là là, qu'est-ce que t'aimerais remonter à cheval, t'adorerais faire ça, etc. Mais j'avais pas de déclic de juste aller dans des écuries pour m'inscrire et reprendre des cours. Et au début de cette année, j'ai eu un espèce de déclic en mode, mais j'ai un libre arbitre en fait, et pourquoi je le fais pas? Et dernièrement, je sens que j'ai de plus en plus de déclics comme ça. Euh, Ça peut être, enfin voilà, je trouvais l'exemple de l'équitation particulièrement pertinent, mais c'est plein de petits trucs comme ça. Et après, on va dire sur le plan plus familial, etc., bah, je suis installée avec quelqu'un, on habite ensemble, ça se passe merveilleusement bien. Donc on va dire que ça, c'est un terreau très propice aussi bah, à cette vision-là de l'avenir. Euh, et, euh, et je dirais oui, que pour aller vers cet équilibre, j'ai fait pas mal de thérapie ces dernières années, pas pour résoudre un problème ou un trauma particulier, mais vraiment juste pour me sentir plus en phase et plus transparente avec moi-même. D'où ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ego. C'est une thématique sur laquelle j'ai pas mal travaillé euh, avec ma psy et j'ai parfois du mal à démêler ce qui me rend réellement heureuse et l'idéal de moi-même que qui, comment dire, me fait prendre des décisions qui me rendent pas toujours heureuse en fait. Et Donc voilà, il y a plein de petites graines un peu partout et je sens qu'elles germent, je sens qu'elles percent le terreau, mais il faut que je continue à les arroser. d'accord. Alors, tu en as mentionné plusieurs de graines là. Et quand tu parles de continuer à les arroser, puisqu'elles affleurent au-dessus du terreau, de quoi parles-tu exactement? Faire des choix et créer des situations qui permettent à ces pousses, on va dire, de grandir et de se renforcer euh, plutôt que les étouffer. Par exemple, si je choisis, je sais pas, euh, si je choisis d'occuper mes samedis toute la journée avec une action, je sais pas, bénévole au profit de, je sais pas, des petites sœurs des pauvres ou n'importe quoi, j'aurais plus le temps, par exemple, de monter à cheval, de me rendre plaisir. Mais si par exemple j'arrive à diviser mon temps de telle sorte à ben voilà, faire ça à un moment de la semaine, faire ça à un autre moment de la semaine, euh, ça peut mieux. On va dire que l'équilibre sera préservé, mais en fait, juste ne pas avoir quelque chose qui soit tellement prenant que ça vienne étouffer tout le reste. J'ai l'impression de ne pas avoir été vraiment claire, donc si tu me le permets, je vais reformuler. Euh, Ne pas me mettre dans une situation où en fait, mon travail occupe toutes mes journées de 7 heures le matin à 22 heures le soir et je n'ai pas le temps de faire autre chose. Parce que je pense que, in fine, ça se résume aussi beaucoup à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi ressemble ma vie professionnelle en ce moment, quoi. Et Enfin, pas là, juste. c'est qui parle quand tu dis ne pas me mettre dans une situation de travail de 7 heures à 22 heures? C'est qui parle là? Là, c'est Clara. C'est pas l'ego de Clara. Ah, c'est Clara. Et qu'est-ce que le libre arbitre dont Clara en dit? Le libre arbitre en Clara, il dit euh, t'es capable d'arriver à très haut niveau et d'avoir une merveilleuse carrière sans pour autant t'épuiser et couper tout le reste.
tu n'es pas obligé d'être monomaniaque, monofocus sur un seul truc et ne rien avoir d'autre dans ta vie parce qu'en fait, c'est pas ce que tu veux vraiment. Enfin, c'est pas ce qui te rend, c'est pas ce qui va te rendre heureuse. D'accord. Ok. Donc, il semble que le libre arbitre sur ce sujet se range du côté de Clara. Est-ce correct? Pas de l'ego de Clara. Alors, ça dépend des Non? fois. Parce que, par Ah, exemple, en acceptant mon poste actuel, le libre arbitre, c'est bien rangé du côté de l'ego de Clara. Mais en même temps aussi du côté de Clara, parce que j'adore mon travail, mais le rythme est insoutenable. Le rythme est vraiment insoutenable. Enfin, sur le long terme, en tout cas, pour le moment, ça va, hein, vraiment, je vibe, tout va bien. Mais je me vois pas continuer comme ça pendant 5 ans, en fait. Et surtout avec une reconnaissance, comment dire, la seule reconnaissance que j'obtiens de cet effort de temps qui est consenti, c'est l'impression de servir l'intérêt général et de la reconnaissance des autorités, on va dire le thrill, entre guillemets, l'excitation. l'excitation de travailler avec des acteurs de très haut niveau. Mais en fait, à part ça, j'en retire pas grand-chose parce que j'ai une stabilité financière qui est existante, mais pas loin d'être optimale. J'ai peu de temps pour faire d'autres choses que j'aime. Mes parents habitent, enfin j'ai un parent qui habite à l'étranger, l'autre qui habite en plein milieu des Alpes, dans une ville merveilleuse, et je suis allée les voir 2 fois depuis le début de l'année. Ouais. J'ai- Alors là, là, Clara, excuse-moi de t'interrompre, j'entends du langage de victime, là. Dans quelle mesure, éclaire-moi. Parce que tu te plains, grosso modo, de travailler autant, de ne pas avoir le temps d'aller voir tes parents, de ceci et de cela, là. Euh, et donc, je me demande, qu'est-ce que tu veux faire de cette partie victime, si elle est effectivement là, si je l'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu veux faire de cette partie de victime? Maintenant que tu as dit faire des choix et créer des situations qui permettent à ces pousses de grandir, et que tu sais que tu as un libre arbitre qui est actif. C'était pas tellement sur un ton victimaire, mais plus sur un ton de constat, parce que je n'ai moi-même pas vraiment eu l'occasion de verbaliser ce constat avant. Et je pense que ça me fait du bien de le faire, mais après, je le vis pas forcément mal. Enfin, encore une fois, je me sens quand même relativement bien, mais c'est plus un constat que j'ai besoin de verbaliser. Après, je pense que le libre arbitre, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Euh, en fait, je lui pose je dirais qu'il me permet de faire des choix intuitifs et des choix qui correspondent avec ce à quoi j'aspire et cette vision bah, que je vois par exemple à 5 ans. Mais ce libre arbitre, en fait, il me donne le pouvoir de choisir. Waouh, waouh. Et donc, Clara, avec toutes ces réalisations qui me paraissent extrêmement importantes, hein, au service de ton avenir, hein, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Et cette fois-ci, c'est au service de ton objectif, en fait, hein, pour notre session. Je dirais laisser un peu plus être plus attentive dans les semaines qui arrivent à l'approche de ce choix important, être plus attentive à ce que mon libre arbitre me dit.
Et comment peux-tu être plus attentive à ce que ton libre arbitre te dit? Je dirais en prenant un petit peu plus de temps de self-time, enfin de temps pour moi, ce qui n'est pas toujours évident quand on habite avec quelqu'un et qu'on est au travail toute la journée. Enfin, c'est difficile de trouver des moments pour être seul. Et ça, je pense que ça me ferait du bien. Donc je dirais aussi des temps, voilà, un peu plus, pas de solitude, mais des temps où je peux juste être avec moi-même et réfléchir à qu'est-ce que Clara veut, qu'est-ce qui fait du bien à Clara, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ce libre arbitre, qu'est-ce que ce guide intérieur qui finalement est très puissant me dit. Donc je pense que ça va, alors de manière très concrète, je pense que ça va passer par euh, trouver des créneaux dans mon emploi du temps où je peux vraiment avoir du temps seule. Donc par exemple, ça peut être une balade, juste une petite marche à pied le matin avant d'aller au travail. Ça peut être bah, peut-être pas déjeuner avec mes collègues pour une fois, déjeuner seule dans un parc, écouter les oiseaux chanter, réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que me dit mon libre arbitre. Euh, passer plus de temps à bouquiner sur ma terrasse chez moi, mais vraiment à l'écoute de Clara et me passer en mode écoute, écoute attentive de mon libre arbitre et dégager du temps de manière très concrète dans mon emploi du temps pour pouvoir faire ça. D'accord, alors comment tu vas t'assurer que tu le fais vraiment, Clara? Je vais le mettre sur des... Je pense que je vais dégager des créneaux que je suis plus ou moins certaine de pouvoir sanctuariser. Alors tu me dis, je pense que je vais dégager les calendriers. Tu penses ou tu vas le faire? Non, je vais le faire. Tu vas le faire. Oui, me connaissant, je vais le faire. OK. Ça, c'est un deal, 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 deal. Hein? OK, deal. Super. Merci, Clara. Alors, on arrive à la fin de la conversation, en fait. Mais c'est hyper important de prendre une respiration, Clara, d'ordinaire, hein, et de te demander au fil de cette conversation, bien bref pour un sujet aussi beau et important, mais voilà, c'est comme ça. Au fil de cette conversation, quels sont les apprentissages les plus importants pour toi qui sont apparus en fait? Euh, je... je dirais cette question du libre arbitre, d'une part. D'autre part, que je ne suis pas en mesure de savoir moi-même ce que je veux si je ne l'exprime pas clairement et que je ne me le dis pas clairement à moi-même. Ça, je pense que c'est hyper important et notre séance m'a permis de remarquer ça aussi. Et je pense qu'il faut que je sois juste plus straight to the point avec moi-même, ce que j'ai un peu de mal à faire. Et au-delà de ça, je dirais aussi que l'échange qu'on a eu sur la question de la précipitation est hyper intéressant. Et je pense on est venu affleurer quelque chose d'important. Je pense qu'il faudrait travailler là-dessus pendant peut-être une autre séance ou enfin une autre occasion, mais c'est une thématique qui est importante et à laquelle je vais rester alerte et attentive. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, OK. Clara, immense merci. Je pense que vraiment, Et merci. pour une première expérience, c'était vraiment génial. Waouh, eh ben, écoute, je suis tout surpris parce que tu es une coachée professionnelle, quoi. C'est waouh, 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 il y a tout le Christmas tree, tout l'arbre de Noël qui s'est allumé là, en fait. Hein. Tu vois, waouh, waouh, impressionnant. Eh ben, dis donc, ouais, un grand merci, Clara.
cheers à ton avenir où il y aura un cheval, un enfant, un chien, de l'escalade et du yoga et bien d'autres belles choses et de contributions à l'humanité, en fait. Hein. Et merci pour l'inspiration que tu nous as offerte, qui est toi-même, en fait, et tes ambitions pour le monde et pour toi-même, pour l'avenir. Hein. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi. Waouh, quelle séance de coaching. Bravo à vous deux. Merci beaucoup, Clara, pour ton ouverture d'esprit, voilà, de ta sincérité aussi. Et merci infiniment, Jean-François, parce qu'à chaque fois que je vous vois à l'œuvre, je suis éblouie, je suis emportée et c'est vraiment fascinant. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à Jean-François? Il y avait tellement d'émotions dans cette séance de révélation de l'ego de Clara, libre arbitre de Clara et Clara elle-même. On est vraiment allé dans une profondeur et je ne sais pas, moi-même, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à prendre le micro pour partager vos réflexions avec le respect envers notre Clara, bien évidemment. Ah oui, Et, Françoise ouais. qui écrit, j'ai adoré la question de Jean-François Clara, c'est qui parle? Ah oui, je l'avoue, c'était une question qui était bien forte. Et moi, personnellement, j'étais vraiment, je me suis dit bravo dans ma tête quand j'ai entendu Jean-François poser la question. Et maintenant que tu sais que ton libre arbitre est présent et actif, qu'est-ce que tu vas en faire? C'était vraiment une invitation à une introspection, une réflexion très profonde que je pense a fait beaucoup de bien à Clara. Enfin, après, voilà, elle nous dira, mais on voit que déjà à l'issue de cette séance, elle a eu pas mal de révélations. C'était Et il très, faut très... donner à Clara tout le crédit d'avoir répondu à ces questions qui sont aussi simples qu'elles sont extrêmement difficiles. Hein. Et Clara n'a jamais faibli. Exceptionnel. Wow. Et c'est sa première session de coaching de toute sa vie. Quoi. Magnifique, exceptionnel. Wow. Impressionnant. Et peut-être en attendant vos questions, je vais vous faire quelques commentaires sur différentes techniques ou tactiques ou postures que j'ai choisies en fait. Et donc, la première que j'avais soulignée dans toutes les notes que j'ai prises, d'habitude, je ne prends pas beaucoup de notes comme ça, hein, j'écoute seulement. Hein, mais là, comme on a un débrief, il fallait que je me rappelle de ce qui s'est passé. Donc, premier truc que j'ai souligné, oui, après que Clara a eu exposé ce qu'elle souhaitait explorer, j'ai observé qu'elle parlait avec son cerveau, comme la plupart des clients au début, et donc je lui ai demandé ce que son cœur pourrait exprimer. Ça, c'est très, très important avant qu'on arrive à un objectif, au choix d'un objectif pour la session, hein, de s'assurer que c'est l'ensemble du client et pas seulement une partie, ça serait le cerveau ou le cœur, c'est l'ensemble du corps qui travaille au choix de l'objectif, en fait. Hein. D'où la question, qu'est-ce que ton cœur en dirait? Et puis alors ensuite, Clara offre plein de choses intéressantes. Je lui demande tout simplement ce qui est le plus important. Hein. L'idée, c'est qu'on doit trouver un objectif d'une importance significative pour l'avenir de la personne. Parce que quand on est coach, on est rémunéré et donc on doit, avec le client, générer un travail qui a une grande valeur. On ne peut pas s'accommoder d'un objectif qui ne soit pas important, bien sûr. Voilà, la logique derrière la question est toute bête. Hein. Après, alors, donc Clara m'a dit des choses importantes. J'ai posé une question. Qu'est-ce que ta peur veut pour toi? Et donc, Clara m'a offert une réponse longue et riche et donc, je ne comprenais pas. Donc, je lui ai demandé, parce que j'ai un petit cerveau, si elle pouvait simplifier. Et on s'est rendu compte, en
qu'elle avait entendu une autre question que la mienne. Et tout ça, ça n'a aucune importance, ça ne gêne pas l'avancée du travail. Hein. Mais la technique, là, c'est de demander au client de simplifier, qui est toujours très, très difficile. Hein. C'est l'ultime sophistication, comme dit Leonardo da Vinci, mais ça les fait avancer énormément, en fait. Hein. Et donc, alors après, Clara a apporté l'idée du puzzle, l'idée de la caisse. Et donc là, il y avait énormément d'opportunités pour un coach de travailler sur les métaphores, en fait, que j'ai laissé passer. Hein. Il y a tellement de possibilités qu'il faut choisir celle qui résonne le plus avec l'ensemble de votre corps en tant que coach, en fait. Hein. Parce que nous aussi, en tant que coach, on mobilise tout notre corps, tout autant que le client doit mobiliser tout son corps. Hein. Donc voilà, je voulais vous dire, les métaphores que vous avez entendues, il y en avait plein, et je les ai laissées passer pour aujourd'hui. Après, alors par contre, ce que je n'ai pas laissé passer, c'est choisir, c'est renoncer. Hein, parce que là, il y a une hypothèse derrière qui est extrêmement limitante. Ça ne peut pas passer. Ça, on doit casser. Surtout sur un sujet de choix, en fait. Hein. Donc, une hypothèse limitante comme ça ne doit pas résister. Hein. Et ensuite, on n'avait toujours pas choisi un objectif pour la session. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas assez profond. Donc, j'ai demandé à Clara de respirer et d'élargir sa vision, hein, avant de choisir l'objectif. Et donc, Clara a amorté des éléments supplémentaires d'une extrême importance, et la dualité entre l'ego et Clara, en fait. Hein. Finalement, mon ego, est-ce vraiment moi? Énorme question. Presque à chaque fois que Clara s'est posé une question, vous avez noté, je lui ai demandé de répondre à la question, en fait. Hein, parce que si le client se pose une question, c'est très important que le client y réponde, et s'il ne le peut pas, qu'on y réponde ensemble. Les questions qu'il se posent ne doivent pas laisser rester ouvertes, quoi, quand ils ont un coach pour travailler avec eux. Et alors, très intéressant, 10 minutes plus tard, Clara dit « une solution qui me permet de ne pas renoncer ». Donc, l'hypothèse « choisir, c'est renoncer » avait été démontée et écartée. D'accord? Et donc, on avait un champ des possibles beaucoup plus large pour traiter le sujet, quoi, hein. Et alors après, finalement, à mi-session, on arrive à l'objectif. Et je dis toujours, ne vous précipitez pas pour obtenir un objectif pour la session du client. Prenez le temps d'aller vers ce qui est le plus important. Okay? Après, j'ai posé une mauvaise question, ou plus exactement une question qui n'a pas marché. Et donc, j'ai retiré la question, hein, pratique courante, hein, trial and error, hein, le coaching. Hein. Et puis, donc, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ok, j'ai peur que la fenêtre d'opportunité se referme. Ça, j'ai souligné, mais je n'ai pas utilisé. Parce que ça allait dans le sens de la précipitation. Donc, il fallait se libérer pour faire du travail de qualité, en fait. Hein. Donc, il y a plein de choses que j'ai laissé passer. Et peut-être, en les saisissant, on aurait fait d'autres choses très intéressantes, mais pour moi, c'était non. Vous avez noté, quand j'ai posé une question à Clara à un moment, elle a dit « c'est une question difficile ». Et donc là, long silence de ma part, parce que je fais confiance à la cliente, comme ICF le dit, hein, elle est resourceful, creative and whole, right? Je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, ça veut dire qu'elle est complètement capable. Hein, et ben, bien sûr. Et donc, là, après ce long silence, est arrivée sereine dans son équilibre. Une Clara sereine dans son équilibre. Hyper important. Quoi, hein? Et puis, donc après, il fallait aller sur le being, hein, l'être, pour s'assurer de la profondeur du travail. Donc, les questions de base, qui doit être Clara ou comment doit être Clara pour qu'elle soit sereine dans son équilibre. D'accord? Et puis, après, alors, une métaphore que j'ai saisie, les graines de cet avenir-là sont là et sont à arroser. Hein, les graines de cet avenir sont là à arroser. Donc là, il fallait évidemment travailler avec cette métaphore et demander comment les arroser. Et là est arrivé le concept du libre arbitre, extrêmement important. On avait un nouvel acteur dans
le travail, en fait. Hein. Et puis, donc, là, on arrivait vers le point de conclusion et Clara disait faire des choix et créer des situations qui permettent à ses pousses de grandir, en fait. Hein. Et on est donc là à un niveau de résolution du dilemme qui est très élevé, très sain et qui dépasse le dilemme pour générer des possibilités très précieuses pour l'avenir, en fait. Hein. Et donc, alors après, il fallait qu'on arrive vers l'espace de création, d'action et de mise en responsabilité, en fait. Hein. Et donc, il fallait revenir dans le réel. Hein. D'où les questions, c'est qui parle, hein, par exemple. Hein. Et puis ensuite, bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand Clara dit, je pense que je vais faire ça, je challenge. Tu penses ou tu vas le faire? Hein. Parce que là, ça rigole plus du tout. Il s'agit de prendre des actions, pas de imaginer qu'on va prendre des actions. Non, ça ne rigole plus du tout. Et comment vas-tu te responsabiliser pour la prise d'action? Ce que ICF dit accountability, right? Très important. Et puis après, invitation à Clara, en conclusion de session, comme toujours, de partager ce qu'est l'apprentissage le plus important. Hein. Ça, c'est toujours extrêmement important parce qu'il faut que les clients s'entendent dire ce qu'ils ont appris qui est le plus important pour s'assurer qu'ils ne l'oublient pas. Parfois, les clients sont dans peak performance, un flow, comme dans un rêve, et ils oublient énormément de ce qu'ils ont contribué. En fait, et ça, c'est un gâchis énorme. Et il ne faut pas laisser passer ça. Et donc, à la fin d'une session de coaching, toujours poser la question, parmi tout ce que tu as appris, quel est le plus important? Et si le coach se rendait compte qu'il y a peut-être des choses que la cliente ou le client oublie, on pourrait prolonger la conversation de quelques minutes pour vérifier si ce qui, dans la perception du coach, est également très important, l'est également pour la cliente, mais elle était en peak performance et elle l'a oublié. Hein. Et là, donc l'apprentissage, c'était l'existence du libre arbitre, être plus straight to the point avec moi-même et continuer de réfléchir sur cette tendance à la précipitation. Hein. Donc, 3 sujets extrêmement précieux pour l'avenir de la vie de Clara, en fait. Hein. Voilà. Je voulais partager tout ça avec vous. Et puis maintenant, beaucoup plus intéressant, ça va être ce plaisir de lire vos questions, peut-être lire aussi et inviter en tout cas déjà vos suggestions, comment auriez-vous procédé, qu'est-ce que vous auriez fait différemment, quelles sont vos idées, parce que parmi vous, il y a des coachs très, très, très avancés aussi. Hein, et merci d'avoir participé à ça. Alors, dans le chat, des merci, Clara. Oui, quelques questions, justement. Est-ce que ça a déstabilisé Clara, la suggestion sur renoncer? J'espère, on va lui demander. Merci Tatiana, et merci pour la question. Je dirais que ça m'a un petit peu déstabilisée, mais pas au point de perturber le flow qu'évoquait Jean-François et dans lequel je me suis un petit peu trouvée à un moment. Je dirais qu'en fait, ça a plus suscité du coup d'aller creuser en fait ce qu'il y avait derrière et ce que ça voulait dire, plus que vraiment déstabiliser et interrompre un petit peu voilà, le flow qui était en cours. Mais moi, j'ai trouvé que c'était, au contraire, c'était hyper vertueux pour notre séance d'aller creuser sur ce point-là. Ah oui, merci Clara. Et merci beaucoup pour la question, en fait, hein, parce que, vu l'objectif et ce dilemme-là, il fallait démonter cette hypothèse implicite qui aurait emprisonné la session et donc la solution d'une manière qui certainement aurait été fort négative. Il y a une autre question, Jean-François, que juste avant, Tatiana, j'en profite pour partager l'idée que it's not nice to be a nice
coach. Right? Moi, j'ai été un nice coach par syndrome d'imposteur les 2 premières années dans la profession. Dieu merci, j'ai eu un mentor qui m'a aidé à en sortir, en fait. Donc, parce que j'avais cette impression de ne pas être suffisamment compétent, je voulais être nice. Alors que non, pas du tout. On n'est pas payé pour être nice, on est payé pour aider les clients à prendre tout leur pouvoir pour leur développement. En fait, c'est comme les gym trainers, en fait. C'est votre gym trainer, votre trainer à la gym, je ne sais pas comment dire en français, vous le payez pour qu'il vous fasse souffrir. S'il ne vous fait pas souffrir, si quand vous dites « Oh non, j'ai fait 20 abs, 20 abdomen ou 20 push-ups, je suis fatigué » et il vous dit « Ouais, ok, bon, ben, on va prendre un café ». Ben non, vous arrêtez de travailler avec lui, quoi. Et donc, non, il ne faut pas être un nice coach. Ça, c'est no good. It's not nice to be a nice coach. Voilà. Excuse-moi pour l'interruption, Tatiana, je t'en prie. Aucun souci, c'était une leçon très précieuse. Merci, je me le note. Une question qui est dans le chat et que j'aime beaucoup, qui dit, de la part de Maria, qui dit « Clara est une personne qui répond avec une grande intelligence aux questions assez conceptuelles. Comment faire quand les gens ne comprennent pas bien des questions de ce type ?» Ah, alors, changez les questions. Les questions naissent dans le moment et de l'ensemble du corps du coach. Peut-être je peux vous partager juste mardi soir, là, je suis en Thaïlande, et donc mardi soir j'étais à Bangkok et je faisais une démonstration publique dans une salle avec des gens, d'une femme japonaise exceptionnelle et qui m'avait annoncé qu'elle ne pouvait pas penser de manière systématique, ni s'exprimer verbalement de manière systématique. Donc là, aucune possibilité de poser la moindre question conceptuelle, ni de poser des questions sur les mots. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a tellement d'autres possibilités. Donc, cette session-là, au débeauté, devant une assemblée très nombreuse, a été complètement sur l'énergie. On ne peut pas travailler avec le langage, donc on travaille avec l'énergie. Je lui disais, tiens, quand tu dis ça, je note une énergie basse. Quand tu dis cela, je note une énergie haute. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe en coulisses dans ton corps, quoi? Et ça a marché magnifiquement. Et à la fin de la session, on est passé d'une énergie extrêmement instable, avec des hauts et des bas, à une énergie étale, moyenne. Donc, voilà. Non, pas de questions conceptuelles pour les clients, pas de questions que le client ne peut pas traiter, en fait. Et les questions ne portent pas forcément du tout sur ce que le client exprime avec ses mots, ça peut être sur ce que le client exprime avec ses émotions. Merci beaucoup pour la question. Super. Wow. J'ai une question pour ma part. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer combien de temps vous avez consacré à l'exploration de problématiques assez larges et profondes avant de passer au contrat pour les séances. Donc, je sais que l'ICF tolère jusqu'à 30 minutes, ou voire plus même, d'exploration. Dans votre expérience, dans votre pratique, est-ce que vous avez un temps que vous dites, voilà, là, c'est un bon moment ou c'est pas un bon moment, ou ça dépend vraiment d'une séance, ou voilà, comment vous décidez du temps que vous consacrez à cette exploration? Oh, c'est pas moi qui décide, c'est la conversation qui décide, Tatiana. Le moment arrive de choisir l'objectif quand le client a activé l'ensemble de son être au service, a mis l'ensemble de son être, donc tête, cœur, gut, trip, énergie, quoi, au service du travail, en fait, et que on est, en termes de discussion, arrivé à des échanges sur des thèmes qui peuvent vraiment changer de manière positive l'avenir du client. C'est ça qui détermine quand on pose l'objectif. Et je le disais tout à l'heure,
c'est extrêmement important parce que c'est une activité rémunérée d'être coach, hein, et donc on doit co-créer énormément de valeur pour l'avenir du client, et donc ça facilite énormément cette chose si on s'accorde sur un objectif hyper important. Voilà. Merci Tatiana pour la question. Merci de votre généreux partage, de votre sagesse, parce que je me réjouis, je prends plein de notes alors que je suis censée animer cette séance, mais je suis là à noter. Ah oui, ça c'est bien. Et c'est vraiment formidable. C'était une belle séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que vous souhaiteriez poser à Jean-François? Profitez-en, parce que ça n'arrive pas très souvent qu'on a accès à autant d'expériences, autant de connaissances et autant de partage généreux. Et pendant ce temps-là, je vous invite aussi à regarder les contributions dans le chat box qui sont super. Hein. Françoise, par exemple, offre, par exemple, Clara a beaucoup dit, il faut que, ou tu n'es pas obligé de. Merci de ces trouvailles. Et vous avez tous entendu des choses que je n'ai pas forcément entendues, en fait. Hein. Donc, vous auriez tous fait des sessions différentes et également belles et importantes pour l'avenir. Et c'est une des beautés de ce métier. Hein. Chaque coach est un artiste avec des potentialités uniques et chaque client est également un artiste avec des potentialités uniques. Et quand il travaille en duo, on a des créations magnifiques quand il travaille, effectivement. En duo, on a des créations magnifiques et à chaque fois, ouais, c'est un peu de l'art, en fait. Voilà. Et là, Kevin qui nous offre partage personnel. Mon mentor dit souvent, je suis bienveillant envers mes clients et confrontant envers leurs problématiques. Magnifique. Et ça me rappelle ce que ma copine Marcia Reynolds dit souvent, coach the person, not the problem. Ce n'est pas la même chose que ce que le mentor de Kevin dit, hein, mais c'est également sur le distinguo entre le client, la personne et le problème. On coach la personne, pas le problème. Vous l'avez vu d'ailleurs complètement avec la démonstration avec Clara. Aujourd'hui, on a coaché Clara, pas le dilemme. Okay. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup plus de valeur pour l'avenir que Clara prenne son pouvoir de guider et décider son développement, sa croissance pour l'avenir, que seulement elle décide comment elle résout ce dilemme à court terme en faisant une liste of pros and cons pour chacune des deux voies. Vous imaginez le peu de valeur que ça créerait. Le coach ne devrait pas être payé pour ce travail parce que la cliente pourrait le faire tout seul, en fait. Hein. Donc, coach the person, not the problem. Et là, on a encore plein de messages. Je vous invite vraiment à les regarder. Wow, c'est super. Merci beaucoup à tous de votre contribution. À quel niveau PCC, MCC définirait la séance? Totalement MCC. Hein, totalement MCC, parce qu'on a fait du travail très en profondeur de manière continue, en fait, ce qui n'est pas demandé au niveau PCC. Il n'y a pas besoin de démontrer autant de profondeur sur aussi longtemps et une telle variété de tactiques pour avoir son diplôme de PCC, en fait. Hein. Cela dit, pour ceux d'entre vous qui vous préparez à être PCC, essayez de vous faire mentorer au niveau MCC parce que c'est encore plus riche et bien sûr, si vous coachez à un niveau intermédiaire entre PCC et MCC, vous avez votre PCC très facilement, en fait. Ok, Tatiana, je te rends la balle en remerciant encore une fois Clara pour le cadeau que tu nous as fait à tous. Le cadeau de ta présence, de ta créativité, de sa resourcefulness. Quelle chance pour nous tous. Merci, Clara. Merci beaucoup, Jean-François, et merci bien sûr à Tatiana et à toute l'équipe de coaching. Merci beaucoup. Merci Jean-François, encore une fois. Merci Clara. Merci à vous tous pour votre présence déjà, d'avoir trouvé le temps pour être parmi nous aujourd'hui, pour vos commentaires très enrichissants, pour vos questions aussi.
C'était vraiment un événement au-delà de nos expectations, de nos attentes. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'émotions pendant cette séance et comme promis, je vous dis quand même, j'ai promis de vous dire comment on peut gagner les 5 places disponibles à notre mini-formation, les bases du coaching, les fondamentaux du métier. Et donc, c'est très simple. Première étape, il faut nous suivre sur un de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et vous verrez les liens tout de suite là dans le chat box, ça arrive. Postez votre avis sur cet événement, votre réflexion, votre émotions, tout ce que vous voulez pour partager que vous y avez assisté en taguant Coaching Up University dans votre post. Donc, comme ça, on peut vous retrouver, on peut voir. Et vous l'avez compris, plus vous postez dans les réseaux différents, plus vous aurez des chances à gagner une place à notre mini-formation gratuitement. Donc, nous allons passer et vous attribuer un numéro de commentaire, voilà. Et demain soir, on va faire un tirage au sort parmi ces numéros-là. Et voilà. Et donc, les 5 numéros retenus auront l'accès gratuit à le package complet avec la formation en ligne, tous les accès à tous les enregistrements et votre certificat de fin de formation, si vous l'aurez accompli, bien évidemment. Voilà. Et c'est parmi les participants de la mini-formation que nous allons faire un autre tirage au sort pour gagner 10% de réduction sur une de nos formations, soit niveau 1, soit niveau 2. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous former au coaching, d'acquérir ces compétences-là, que ce soit pour devenir coach ou que vous soyez juste ajouter une autre corde à votre arc et monter en compétence dans votre milieu professionnel actuel, n'hésitez pas. Donc, les liens arrivent. Donc, ça, voilà, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter et suivre nos comptes parce qu'on poste beaucoup de choses intéressantes, utiles, que vous soyez coach déjà professionnel, aguerri ou que vous soyez débutant ou que vous voulez juste apprendre. Donc, on sera ravis de maintenir une relation avec vous, de bien vous connaître, de mieux vous connaître. N'hésitez pas, venez, posez vos questions. Voilà, on est très ouvert, on répond assez rapidement. On essaie d'être très opérationnel sur ce point-là. Voilà. Athéna, une question dans le chat, c'est où l'enregistrement sera-t-il disponible? On enverra un lien sur cette séance enregistrée à toutes les personnes qui se sont inscrites, bien évidemment. Donc, dès que c'est Zoom qui va enregistrer cet événement-là. Et si vous êtes inscrite, et voilà, vous allez recevoir un lien pour pouvoir revoir cet événement, bien évidemment. Alexa, Voilà. je dois partir. Je vous Oui, remercie tous, et Clara, Tatiana et Anna, et je vous souhaite plein de belles choses. Merci Et bon beaucoup. week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci Jean-François, merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Et encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là. Et donc, cet événement marque la fin de la semaine internationale du coaching. Et nous espérons de garder contact avec vous. Merci encore. Merci. Et sur ça, je vous dis bon week-end et à bientôt.